Je suis né à Saint-Lin, ou pour être plus exact, tout près de Saint-Lin, sur la ferme de mes parents. C'est là que j'ai passé les premières années de ma vie. Et vous savez, même aujourd'hui, j'ai 58 ans, puis je sens encore un peu de Saint-Lin dans mon corps. Vos parents sont nés aussi au Québec? Non, il vient d'un endroit entre la Pologne et la Russie. Et que cherchait-il au Canada? Une nouvelle vie avec la liberté et la façon de s'exprimer à la manière qu'il voulait. Pouvez-vous nous décrire votre enfance à Saint-Lin? Ma vie sur la ferme m'a marqué pour la vie. Des habitudes que j'ai prises sur la ferme à rester avec moi jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, j'ai appris comment aimer des légumes. J'ai aussi appris comment respecter les animaux. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. J'ai appris aussi comment respecter mes voisins, d'être honnête, de travailler fort et bien. Comment s'est développée chez vous cette grande passion pour les hommes forts du Québec? Quand j'avais à peine 10 ans, en l'année 1934, j'ai rencontré Arthur Dandurand pour la première fois. Il faisait une tournée de tour de force. Et je l'ai vu lever un moteur de Ford, un moteur qui pesait 1200 livres. Puis il a levé ça par lui-même, il a mis ça sur une épaule, puis il a marché un peu partout. Alors j'ai été tellement bouleversé par cette tour de force que j'ai dit, bon, je vais faire la même chose. Un jour, je serai un homme fort et je serai un culturiste. J'ai mis ensemble dans un livre un peu l'histoire de tous les hommes forts que j'ai connus et les autres les hommes forts qui sont morts depuis de nombreuses années. Louis Cyr, c'était mon idole quand j'étais jeune. Et je me suis fait une promesse de protéger son mémoire, d'écrire un bouquin sur sa vie. Puis ça s'est vendu très bien, pas seulement ici au Québec, mais dans le monde entier. Cette passion pour les hommes forts a donné comme résultat une entreprise. Comment vous avez débuté? J'ai commencé immédiatement après la guerre, dans l'année 1946. J'ai commencé avec l'importation d'un set d'haltères que mon frère et moi, nous avons fait importer des États-Unis parce que ces haltères n'étaient pas disponibles ici au Canada. Mais comme les haltères n'étaient pas disponibles à Montréal, j'ai décidé de faire fabriquer les haltères à une usine à La Prairie. C'était l'usine de La Prairie. C'était nommé M. Paquette qui était le propriétaire. Je lui avais demandé s'il voulait bien me fabriquer 6 sets d'haltères. Mais je n'avais pas l'argent. Alors, je l'avais promis que j'étais pour vendre ses haltères, puis dans une semaine, je reviendrais pour lui remettre l'argent. Il m'a fait confiance. Puis je lui ai remis l'argent, puis j'ai doublé la commande, puis ça a continué comme ça. Si bien que l'entreprise aujourd'hui a une envergure internationale. Oui, nous exportons maintenant vers 80 pays. Vous pouvez aller presque n'importe où dans le monde entier et vous pouvez trouver nos produits en vente dans les magasins de sport, des magasins de grande surface, etc. La plupart des produits sont fabriqués ici au Québec. Nous sommes très fiers de dire que notre qualité est supérieure que tous les autres fabricants dans le monde entier. J'ai fondé la Fédération internationale des culturistes en 1946. J'ai organisé le premier concours au Monument national sur la rue Saint-Laurent, tout près de Sainte-Catherine. Le mouvement est devenu très, très, très populaire et maintenant nous avons 116 pays qui sont membres. Moi-même, j'ai voyagé dans plus que 90 pays pour organiser ce mouvement culturiste. Cette fédération internationale est l'organisatrice du concours Monsieur Univers, c'est bien ça? Oui, et il y a des autres concours dans presque toutes les nations dans le monde entier. Mais une fois tous les ans, nous avons les championnats mondiaux pour choisir Monsieur Univers. Nous avons aussi des concours professionnels et maintenant les concours pour les femmes, parce que vous avez des femmes culturistes maintenant aussi.
On dit que vous avez aussi contribué à l'essor de l'activité physique et du sport dans certains pays, par exemple en Union soviétique. Mais dans l'Union soviétique, j'ai été invité par M. Nikolai Romanov, qui était le ministre du Sport à l'époque. En quelle année? C'était en 52, 1952. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu créer une forme de développement physique pour l'athlète, parce qu'il a compris rapidement que pour former un athlète, ça prenait plus qu'une technique, ça prenait la force. Alors, il m'a invité pour aller en Russie, pour passer 2 ou 3 semaines avec lui et les entraîneurs et les médecins sportifs pour créer un programme d'entraînement que les athlètes russes peuvent développer en force, qu'ils peuvent utiliser avec leur technique. Ah, si bien que les Russes viennent nous battre au hockey, par exemple, aujourd'hui. C'est ça, c'est vrai. Parce Vous que êtes la un peu force, responsable de ça? indirectement, mais j'étais responsable aussi d'avoir fait cet échange d'équipes de hockey entre la Russie et le Canada. Moi, j'ai commencé à lire l'histoire de France. Naturellement, j'ai connu Napoléon, puis j'ai reconnu immédiatement qu'il était une très grande dame. Il vient d'une famille très pauvre, puis avec une détermination comme il l'avait, il est devenu quand même l'empereur des Français. Bon, votre passion pour Napoléon a pris plusieurs aspects, dont un aspect important, c'est la collection d'objets de Napoléon. Et devant nous, là, il y a le tricorne de Napoléon. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, ça, c'est une tricorne rare. C'est parce que c'est le chapeau qu'il a porté pendant la campagne de Russie. Et c'est extraordinaire. C'est parce que c'est le seul chapeau qui est doublé dans l'intérieur, parce qu'il faisait tellement froid en Russie. Imaginez, c'est simplement de feutre, quand même. Alors, si ce chapeau peut raconter l'histoire, ce serait très intéressant. Et ce chapeau se trouve à Montréal. Oui. C'est assez étonnant. C'est ça. C'est le seul chapeau, d'ailleurs, qui existe en dehors de France. Ici, vous avez un mèche de cheveux que le grand maréchal Bertrand a rapporté de Sainte-Hélène, puis l'a remis à Georges Sand. Et c'est elle qui a monté les cheveux dans une présentation pareille. Ici, c'est le couvert que Napoléon lui-même a utilisé à Sainte-Hélène. C'est lui qui a utilisé cette fourchette, couteau, etc. quand il mangeait tous les jours à Sainte-Hélène, à Longwood House. Puis ici, vous avez le pot à barbe de voyage que Napoléon a utilisé. C'était saisi par les Anglais à Waterloo. Ici, vous avez un morceau du blaireau que Napoléon a utilisé tous les jours parce que il faisait la barbe lui-même. Il n'a jamais permis à un barbier de faire la barbe pour lui. Alors, c'est Napoléon qui avait ce morceau dans ses mains presque tous les jours quand il faisait la barbe, surtout en voyage. Ici, vous avez le mouchoir même que Napoléon a utilisé quand il était très malade. Si vous regardez de près, vous voyez les traces de sang de l'empereur. Je pense que le grand maréchal Bertrand a cherché d'enlever ces traces de sang, mais c'était impossible, on voit quand même. Ici, vous avez la chemise qu'il a portée à Sainte-Hélène, c'était la chemise de nuit. Puis ici, le côté, vous avez la haine et la couronne. Sur tous les vêtements de Napoléon, on avait toujours cette identification-là. J'imagine que votre intérêt pour Napoléon n'est pas récent. Oui, ça date depuis 35 ans. En 35 ans, comment avez-vous fait pour lire tous ces bouquins sur Napoléon? J'ai passé de nombreuses heures, semaine après semaine, pour étudier, pour apprendre. Combien de bouquins vous faites avoir dans votre bibliothèque sur Napoléon ici? Au moins 500, mais celle-ci, c'est le plus important. C'est les mémoires de Marchand, Louis Marchand, qui était le valet de Napoléon qui a passé l'exil avec lui à Longwood House. Il était un témoin oculaire. Il a vu tous les symptômes de l'empereur. Quand j'ai lu Louis Marchand, ses mémoires, quand j'ai noté tous les symptômes que Napoléon a manifestés, j'ai immédiatement compris que Napoléon n'est pas mort d'un cancer de l'estomac. Ça ne prend pas un génie pour déterminer cela.
Comment est-il mort exactement? Il est mort par un empoisonnement arsenical. Mais comment peut-on prouver une telle affirmation en 1982? Avec la science nucléaire, c'est assez facile. Vous pouvez prendre un seul cheveu, ça remplace un corpus delicti. Vous n'avez pas besoin le corps maintenant. Vous pouvez faire tester un seul cheveu. Ils ont une méthode par la science nucléaire qui peut déterminer les pourcentages d'arsenic dans le cheveu. Et quand les pourcentages sont très élevés à un certain moment, puis très bas à un autre moment, vous avez les hauts et les bas, cela démontre un empoisonnement arsenical à long terme. Comment l'a-t-on empoisonné? Après la littérature, c'était avec le vin. C'était le comte de Montholon qui était en charge de vin à Sainte-Hélène. C'est uniquement lui qui avait le droit de donner Napoléon son vin à tous les jours. Mais comment on fait pour empoisonner Napoléon seulement? C'est parce qu'il avait un vin préféré qui était importé de l'Afrique du Sud, qui était utilisé uniquement pour lui. Tous les autres avaient leur propre vin qui était importé de France. Mais comment se fait-il qu'un proche de Napoléon assassine, selon vous, l'empereur? Parce qu'il a eu des ordres. Les Bourbons craignaient le retour de Napoléon. Les dernières heures de la vie de Napoléon ont donc été très pénibles? Très pénibles, très tristes, parce qu'il a souffert énormément. Il a souffert terriblement. Il avait des symptômes d'une maladie qui lui rendait quasiment aveugle, sourde. Il y avait la difficulté de manger, il y avait les douleurs dans l'estomac, il y avait des frissons, il y avait la difficulté de marcher. C'était un mois très pénible. Vous vous êtes même rendu à Sainte-Hélène, le lieu d'exil de Napoléon. J'étais là pour avoir l'ambiance, ce sentiment émotionnel d'être capable d'écrire avec cœur ce qui est arrivé avec Napoléon. Où est-elle située, cette île mystérieuse? Dans le sud Atlantique, entre le continent de l'Afrique et l'Amérique du Sud. Vous avez publié récemment un livre qui s'intitule « Qui a tué Napoléon ». Pourquoi avoir écrit un tel livre? Parce que Napoléon a demandé que la cause de sa mort soit connue. Le professeur Forsherwood, le docteur suédois et moi, nous avons rempli ce désir. Et voici ce que Napoléon a demandé. Après ma mort, qui ne peut être éloignée, je veux que vous fassiez l'ouverture de mon cadavre. Je souhaite encore que vous preniez mon cœur, que vous le mettez dans l'esprit de vin et que vous le portiez à Parme à ma chère Marie-Louise. Je vous recommande surtout de bien examiner mon estomac, d'en faire un rapport précis, détaillé, que vous remettrez à mon fils. Je vous prie, je vous charge de rien négliger dans un tel examen. Je lègue à toutes les familles régnantes l'horreur et la probe de mes derniers moments. Napoléon à son médecin 6 jours avant sa mort. Est-ce que ce désir a été exaucé? Oui, je suis convaincu. Napoléon doit rester tranquille maintenant.